ce soir pour la 32e émission. C'est ça, si je ne me trompe pas, c'est la 32e. C'est La ça, exactement. 32e émission de Chronique Hebdo. Et en fait, là, on est parti vraiment pour une série de 5 ou 6 émissions spécialement sur l'Ukraine. On ne va pas lâcher l'Ukraine au service public libre parce qu'en fait, l'Ukraine, on va essayer de comprendre. Alors, on avertit quand même nos auditeurs. Évidemment, nous ne sommes pas des spécialistes de l'Ukraine, nous ne sommes pas des intellectuels, nous sommes des activistes, mais quand on s'intéresse un minimum à ce qui se passe en Ukraine, on est obligé de s'intéresser aux tenants et aux aboutissants de ce pays. Et surtout, notre analyse, nous, les bases de notre analyse, c'est de nous dire que ce monde et les nations qu'il compose sont pour la plupart dirigées par des oligarchies qui sont elles-mêmes en lien avec une hyperclasse mondiale. Et l'Ukraine ne fait pas exception dans ce cadre-là. Et pire encore, elle est même le fer de lance. Et c'est ce qu'on découvre en fait jour après jour, que finalement l'Ukraine est le fer de lance et l'exemple pour toutes les oligarchies mondiales. Et la différence finalement avec la Grande Russie, c'est que la Russie, ce sont les politiciens qui dictent la loi aux oligarques, alors qu'en Ukraine, ce sont les oligarques qui dictent la loi aux politiciens. Et de toute façon, en Alors, Ukraine, je me permets d'intervenir, ça n'a pas toujours été le cas en Russie, hein. Bien C'est entendu, mais moi je parle de la suite à Russie de de Vladimir Poutine. Poutine, pas celle de Ouais, Boris ouais, Eltsine. tout à Voilà, fait. Boris Eltsine, c'est bon, c'est une histoire passée, c'est les années 90, et les années Eltsine, c'est les années noires du peuple russe. Là, sous Vladimir Poutine, bien des choses alors, rien n'est parfait, évidemment, et bien des choses ont changé, et jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas Mikhail Friedman ou Khodorkovsky, qui sont les plus grands oligarques russes, qui dirigent et qui font la loi en Russie. C'est Vladimir Poutine et la Douma. Alors qu'en Ukraine, l'écrasante majorité des politiciens sont eux-mêmes des oligarques. C'est comme si on disait qu'en France, Bernard Arnault, François Pinault, Martin Bouygues, Patrick Drahi, allez soyons fous, on déplace de Premier ministre au président de la République, ministre de l'Outre-mer, par exemple, je ne sais pas, ministre des Finances, ça serait plutôt ça à mon avis. Donc imaginez-vous 2 secondes la réaction du peuple français en voyant Bernard Arnault Premier ministre. Je pense pas que Ouais. ça ferait plaisir, hein. Voilà. Eh bien, c'est ce que Ils je te sont dis. trop malins ici pour s'exposer directement, quoi. C'est plus Voilà. subtil. Ouais. Alors qu'en Ukraine, c'est non seulement exposé, mais totalement assumé. Et je ne suis pas sûr, honnêtement, que le peuple ukrainien soit d'accord avec ça. Donc, il y a bien des différences avec quand même la Russie. Mais alors, enfin, la France, il serait pas étonnant, Redouane, que de voir la France un jour basculer totalement dans ce modèle ukrainien, en tout cas, Ouais, ouais, d'oligarchie. ouais. Bah écoute, je pense qu'ils ont quand même l'intelligence de se cacher un minimum, même si ils ont la maîtrise parfaite, nos oligarques, sur les décisions politiques et l'avancement de l'agenda, mais en règle générale, ils préfèrent avoir des proxys, quoi. Ils mettent entre eux et le public des valets, quoi. C'est ça. C'est un petit peu différent que le monde anglo-saxon, mais on n'en est pas très très loin. Alors que l'Ukraine, c'est totalement affiché, totalement assumé et totalement décomplexé. Parce que derrière, il y a le pont euro-atlantique. Et d'ailleurs, c'est ça, les amis, qu'on va vous faire découvrir ce soir. Alors, je tiens à préciser que la liste est non exhaustive. Elle n'est pas complète. On a dû choisir, on a dû sélectionner. Parce qu'en vérité, c'est plus d'une centaine de politiciens et d'oligarques qu'il faudrait décrire en Ukraine. Et ça, c'est pas possible en une émission. Voilà pourquoi on vous a dit que la semaine dernière, c'était la partie 1. Aujourd'hui, c'est la partie 2. Et là, on est parti au moins jusqu'à la partie 6 ou 7. Il y a tellement de choses à voir. Non, mais c'est hallucinant. Ouais, Donc, on vous a on va voir sélectionné ça. principalement 3 grands personnages ce soir et on va dire 2 autres en bonus. Et Ouais. tous sont politiciens, ont occupé des mandats politiques. Et dans les personnages qu'on va vous montrer ce soir, seulement un est oligarque. Mais les autres, pourquoi on a voulu parler de ces autres-là? Parce que c'est le lien qu'ils font avec ce qu'on appelle l'euratlantisme. Parce que je vous rappelle que l'Ukraine, officiellement dans leur politique extérieure, ils ont un ministère, écoutez bien, un ministère chargé des relations euro-atlantiques. Alors, des ministères chargés de l'Union européenne, ok, ça peut s'entendre d'un point de vue de la vision ukrainienne actuelle, mais carrément également un ministère de l'euro-atlantisme, il faut le faire. C'est comme si honnêtement, que je disais qu'en France,
on a un ministère chargé des relations transatlantiques avec les États-Unis. Est-ce que vous vous Ouais. rendez compte? Bon, on le Je fait crois de que c'est à manière peu près discrète. tous les ministères aujourd'hui qui, Ouais, qui ont cette mission-là. ouais, Mais ouais, bon, bon, en France, on sait que c'est c'est pareil, géré de ils l'autre l'affichent manière. pas. Ouais, ouais. Exactement. C'est la French American Foundation qui dicte le pas, d'ailleurs, en France. Hein. Voilà. Du coup, avant qu'on rentre dans le dur, Wilson, tu me proposais une vidéo que tu avais vue sur le média en 4K2, Marcel B, où on voit Poroshenko s'exprimer sur ce qu'il pense des russophones de l'Est de l'Ukraine. Est-ce que tu es d'accord pour que, bon, en introduction, comme ça, on lance la vidéo? Mais tout à fait, parce que là, ce soir, Poroshenko, c'est le fil rouge de l'émission avec Nathalie Jaresko. Donc, Poroshenko, on va se faire un plaisir de, comme tu le dis, bah, effectivement, que tu puisses mettre la vidéo pour nos internautes, pour qu'ils puissent voir justement la réalité de cet homme-là et ce qu'il pense, comment il voit en fait l'être humain d'une manière générale et surtout les habitants russophones du Donbass. C'est parti. Et je lance alors, je lance. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків, у них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Fantastique. Bugué un Fantastique. petit peu, mais on a pu voir effectivement le sous-titre, mais c'est extraordinaire. Hein. Là, on voit bien, on n'a même pas commencé l'émission, qu'on voit bien en fait l'état d'esprit des hommes politiques ukrainiens, qu'ils soient oligarques, banquiers, ou simplement valets serviles, ou simplement députés. C'est cet esprit, quel que soit le parti politique, et le pire, c'est Sloboda, quel que soit le parti politique ukrainien, finalement, c'est cette vision de, tu vois, encore une fois, d'inférioriser les minorités. Et ça, c'est très étrange. Ça ressemble à une certaine vision de la communauté de lumière, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, bien C'est-à-dire sûr, une je sorte. vois ce que tu veux dire. Bah, Alors, tu me dis, les tu me russophones dis sont juste. les goy, en gros, sont les goy d'Ukraine, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais, complètement. Bah, c'est comme ça que je le ressens aussi. Il y a en effet énormément de mépris vis-à-vis des russophones et des gens du Donbass en règle générale, de la part de toute cette classe politique arrivée après le Maïdan, quoi. Donc Poroshenko et les autres. Il y a vraiment un gros, gros problème de mépris et de. C'est terrible, c'est terrible. Mais tu me disais, juste d'un point de vue technique, je m'inquiète un petit peu. Tu me disais que ça a bugué, on n'a pas bien vu, parce que moi, de mon Oui, côté, oui, ça. oui, oui. Moi, honnêtement, ça a bugué. L'image buguait, en fait. Il y a eu beaucoup d'arrêts dans le peu de temps qu'on a vu de la vidéo. Ah bon? En tout Bon. cas, de mon côté. Hein. Ok, bah, Voilà. c'est peut-être ta bande passante qui est un petit peu limitée, Wilson. Dites-nous, hein, vous, si vous avez eu des difficultés à voir la vidéo, ça pourrait être intéressant d'avoir ce retour-là. Bon, je veux pas fixer sur la technique. On enchaîne du coup, mais oui, Poroshenko, là, il dit clairement tout le mépris et tout la malveillance qu'il a vis-à-vis des populations de l'Est de son propre pays. Tout à fait. Alors, quand on dit le Maïdan, moi, je pense que c'était bien avant. En fait, cette classe politique soudoyée et anti-russe, elle a commencé de manière officielle à la révolution orange de 2005. Donc, quand on va dire les puissances transatlantiques ont commencé en fait à mettre la mainmise sur l'Ukraine et en faire un fleuron en gros de l'esprit sorosien, et notamment avec Victor Pinchuk, on l'avait démontré quand il a mis en place sa fondation en 2004 de la Yalta européenne stratégique, c'était bien dans un objectif justement de préparer les élites ukrainiennes à qu'ils soient bien dociles vis-à-vis de la question euro-atlantique et bien entendu de, comment dirais-je, de la question anti-russe. Et donc les gouvernements qui se sont répétés depuis 2005, notamment le gouvernement de Yushchenko, ils n'ont pas fait exception. Donc ça a commencé déjà bien avant. Et justement, pour rebondir là-dessus, on va commencer le propos de ce soir
sur les années 90. Parce qu'il faut quand même remonter un petit peu à l'histoire. Et le premier personnage qu'on va présenter ce soir, c'est Pavlo Lazarenko, totalement oublié du grand public. Et pourtant, vous allez voir, c'est très croustillant parce que il est, à mon avis, Pavlo Lazarenko. Alors, si tu peux mettre l'image, voilà, pour nos auditeurs. Pavlo Lazarenko, ce qui est extraordinaire chez lui, c'est que c'est l'exemple type, c'est l'archétype, si tu veux, de l'homme politique véreux et mafieux des années 90, donc en gros du gouvernement Kravchuk et Kuchma, qui sont les deux présidents de l'ère d'indépendance d'Ukraine. Comme vous le savez, l'Ukraine a commencé son fonctionnement réellement étatique à la chute de l'Union soviétique après le mur de Berlin, donc en 1991. Et à partir de là, l'Ukraine a pris son envol et est rentrée dans une totale hystérie de privatiser à tout va et de s'emparer des ressources énergétiques qui appartenaient avant tout à l'État. Et Lazarenko, il faut rappeler par rapport à ça, justement, Wilson, tu me dis si je me trompe, c'est que l'Ukraine, c'est quand même... déjà, il me semble qu'en russe, ça veut dire la périphérie. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Et que c'est une création finalement artificielle de l'URSS. Qu'il n'y avait pas de pays avant qui s'appelait l'Ukraine. Et que c'est dans les politiques léninistes soviétiques principalement, qu'il y ait une volonté de faire un certain nombre de provinces aux alentours de l'URSS et de compartimenter un petit peu les choses à travers différents, on va dire, pays plus ou moins indépendants à l'intérieur du bloc de l'Est, quoi. Mais qu'au niveau de l'existence en tant que telle, en tant qu'État-nation, avant, je ne crois pas qu'il y avait un pays qui s'appelait Ukraine tel qu'on l'a connu, nous. En fait, non, mais c'est tout à fait juste. Ukraina, donc, comme ils disent les Ukrainiens, en fait, c'est même au-delà de ça. C'est-à-dire qu'avant que ça soit une création soviétique, c'est plutôt un retour sur l'histoire. Et cette périphérie, comme tu dis, c'est un mélange de Pologne, de Lettonie, parce que c'est un mélange letton-polonais, l'Ukraine. Hein. Letton-polonais, également aussi la Moldavie actuelle. Donc finalement, l'Ukraine s'était compartimentée, sans oublier la Crimée, parce que la Crimée, c'est très spécifique. Oui, la Crimée, d'ailleurs, qui avait été donnée tardivement à l'Ukraine par je ne sais plus qui. Est-ce que c'était Gorbatchev ou... Enfin, ça a été... On n'a pas compris pourquoi l'URSS avait accordé un territoire supplémentaire comme ça, sorti du chapeau, à l'Ukraine, qui était la Crimée, sans contrepartie a priori, quoi. Alors, si je ne m'abuse, je crois que c'est sous Khrouchtchev. Khrouchtchev, ouais, c'est ça. Je crois que c'est Khrouchtchev. C'est Khrouchtchev qui a donné la Crimée, effectivement, à cette République socialiste soviétique d'Ukraine. Comme si, que, tu vois, il y a quelque chose qui se préparait déjà en amont. C'est assez étrange. C'est vrai que c'est assez étrange. C'est une sensation assez étrange, effectivement. On peut se poser la question du bien fondé de certains dirigeants soviétiques à l'époque qui préparaient, on va dire, l'avenir. Hein. C'est comme si que la perestroïka de Gorbatchev était prévisible. Assez étrange, effectivement. Tout un sujet à voir. Donc revenons sur notre ami Pavlo Lazarenko. Lazarenko, c'est marrant. Ça sonne bizarrement aussi. Lazarenko. Lazarenko. Chacun en fera sa propre opinion. Mais c'est très... Oui, il faut se poser des questions. Très peu de données d'ailleurs là-dessus sur ses origines. Mais bon, après, ce n'est pas le plus important, je dirais. Pavlo Lazarenko, qu'est-ce qu'il fait en 1991 ? En fait, Pavlo Lazarenko, alors je précise, il est né en janvier 1953 et il a été, pour généraliser avant mon propos et par introduction, donc comme tous les oligarques et comme tous ces politiciens, ils ont occupé à un moment donné des postes de gouverneur ou de député avant d'avoir un poste de ministre. Et c'est son cas puisqu'il a été nommé gouverneur de Dnipropetrovsk, la fameuse ville de Dnipro. J'en ferai une petite conclusion à la fin de cette émission, si tu veux bien, parce que c'est une ville vraiment très spéciale. Il y a là-bas On en avait déjà parlé lors de la première émission, il me semble. Ouais. De très jolis monuments sûrement à visiter pour ceux qui veulent visiter l'Ukraine. C'est un type de tourisme
Voilà, c'est un certain type de tourisme, faut C'est aimer. un tourisme communautaire, on va dire. Un tourisme communautaire, tout à fait. Et alors, donc cet homme d'État a été Premier ministre de 1996 à 1997, donc on se rappelle bien, c'est les années 90, c'est les années, l'éclatement de toutes les républiques soviétiques, et tout le monde y va de sa petite indépendance et aller chercher la privatisation, l'aide du FMI, et là, la mise sous tutelle de tous ces États, évidemment, par la politique américaine mondiale. Bon, ça, faut bien comprendre le contexte dans lequel ce mec-là a évolué. Donc Pavlo Lazarenko, il a servi dans l'armée soviétique en 1973. En 91, il va parrainer la compagnie du pétrole ukrainien, KUB. Voilà. Donc immédiatement, et ça c'est une donnée, hein, de tous les oligarques ou de tous les hommes politiques véreux qui ont à un moment donné été dans le privé, ils ont tous ce truc en commun d'avoir fait main basse sur l'énergie, sur les énergies et le patrimoine de l'Ukraine. Voilà. Et principalement les énergies fossiles. Donc que ce soit gaz ou pétrole. Et ça, c'est systématique, hein, systématique. Il y avait de l'argent à se faire. Toutes les entreprises d'État soviétiques sont vendues au plus offrant. Et donc, évidemment, pour une bouchée de pain, eh ben, ces gens-là se sont régalés. Donc, il l'a parrainé. Et alors, il la parraine. Et je reviendrai avec qui, donc, qui a dirigé cette compagnie du pétrole ukrainien. C'est la célèbre Yulia Tymoshenko. Voilà, une espèce de tête de fémène. Enfin, tu verras, elle ressemble à une voilà, avec des tresses et tout, tu sais, un peu le cliché des filles de l'Est. C'est exactement ça, Yulia Tymoshenko. Alors, on ne parlera pas d'elle ce soir, ça sera pour la prochaine émission, parce que là aussi, Yulia Tymoshenko, c'est toute une histoire, hein. Et à elle seule, elle représente vraiment ce qu'est l'Ukraine moderne. C'est-à-dire corruption, prison, malversation, détournement de fonds, comme vous allez le voir, etc. etc. Et évidemment, parrainé par la communauté de lumière, comme on vous l'a montré dans la première émission. Voilà, c'est ça, hein. Donc, Yulia Tymoshenko, donc elle va s'associer à Pavlo Lazarenko. Ils vont s'associer tous les deux pour gérer, gérer d'une main de fer, la fameuse compagnie du pétrole ukrainien. Voilà. On la retrouvera, vous verrez, dans pas mal de dossiers. Et il y a même eu il y a même certains oligarques qui ont voulu la mettre en prison. Parce que je crois que c'est ça, il y a une espèce de lutte de faction, hein, voilà. Alors, ensuite, en mars 1992, Leonid Kravchuk, donc, qui était le premier président ukrainien à prendre le pouvoir après la chute de l'Union soviétique en Ukraine. Et donc, c'est lui qui va nommer Lazarenko, donc gouverneur de Dnipropetrovsk, qui, encore une fois, je vous le dis, est une ville stratégique en Ukraine, parce que c'est là-bas que tous les intérêts oligarchiques se trouvent, y compris, comme on l'a démontré à la première émission, le siège de la Privatbank, première banque ukrainienne du pays, dirigée par le célèbre Igor Kolomoïski, dont on vous a fait un tableau des plus éloquents lors de la première émission. Dans la biographie là, que tu nous montres, c'est précisé exactement le nom représentant du pouvoir ukrainien pour l'oblast de Dnipropetrovsk. Voilà. Et l'oblast, tu nous en avais parlé la dernière fois, mais est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est rapidement ou pas? Alors, l'oblast, il faut savoir que l'Ukraine, en fait, c'est très spécifique. C'est entre le fédéralisme et le régionalisme. Tu vois, c'est entre les deux. J'aurais du mal à décrire un peu ce système-là. Mais l'équivalent, si tu veux, il faut le voir comme une région. Voilà, il faut le voir comme une région. Ok. Et la région de Dnipro, c'est l'oblast région, quoi, tout simplement. Et en fait, Ça marche. là-bas, les régions, il y a des gouverneurs. Ce pas des présidents de région comme en France, c'est des gouverneurs. Donc Lazarenko était gouverneur de la région de Dnipro. Et vous verrez que l'écrasante majorité des oligarques ont au moins eu un mandat politique dans cette région. C'est pour ça que je vous dis, retenez bien Dnipropetrovsk, parce que cette ville-là, elle est centrale en Ukraine. Alors que les gens nous parlent de Kharkiv, Kharkov, Lviv, Kiev. Les gens, ils parlent de Kharkov et de Kiev parce que c'est les plus grandes villes, en fait. Voilà, Odessa. Alors Odessa, vous verrez, c'est le centre du crime organisé ukrainien et parrainé par la communauté de lumière. On le verra dans une prochaine émission. Vous verrez, on vous réserve du croustillant par rapport à cela. D'ailleurs, on a un bonus. Il y a même un Little Odessa à New York. Oui, bah oui, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la Little Odessa. Parce que Odessa, c'est le centre du crime organisé. Et vous le verrez, centre du crime organisé, bah encore une fois, on est factuel, hein. Nous, on ne fait pas de l'obsession. Mais vous le verrez qu'on sera factuel, encore une fois, parrainé par la communauté de lumière. Alors revenons sur notre cher Pavlo Lazarenko.
Alors, Pavlo Lazarenko, voilà, comme tout député, comme tout homme politique qui veut faire carrière en Ukraine, qu'il soit oligarque ou pas, a un passage obligatoire dans le privé et l'écrasante majorité, il y a deux solutions. C'est soit la banque, soit les énergies fossiles. Et donc, M. Lazarenko continue donc son périple. Et après, sous la présidence Kravchuk, où il était nommé gouverneur, là, il obtient enfin un poste ministériel sous la présidence de Leonid Kouchma. Alors, Leonid Kouchma, c'est peut-être le président, je vais dire, le moins corrompu de tous, selon moi. Ils ont pratiquement tous goûté à la corruption, mais Leonid Kouchma était un peu plus mesuré, on va dire. En tout cas, il l'a nommé vice-président, responsable de quoi? De l'énergie, évidemment. Donc, mainmise sur l'énergie ukrainienne. Et là, c'est la porte ouverte à tous les oligarques et à toutes les folies, comme on le verra tout à l'heure. Donc ensuite, c'est lui qui est nommé dans les négociations avec le gaz, donc notamment avec la société Gazprom, la célèbre grande multinationale du gaz Gazprom, le géant russe, également avec le Turkmékistan. La même année, il réorganise avec qui? La célèbre Yulia Tymoshenko, donc Madame Tresse. Et il continue donc de faire du business et de renommer la compagnie d'hydrocarbures Système énergétique uni d'Ukraine. Voilà. C'est un peu compliqué ce nom-là. Donc on voit bien, c'est une donnée on va dire, qui est très parlante chez les hommes politiques ukrainiens qui sont oligarques ou pas. Ils ont tous, à un moment donné, fait le choix d'aller vers la banque, la finance ou vers les énergies fossiles. Alors Pavlo Lazarenko, c'est lui qui va faire adopter la nouvelle constitution ukrainienne, puisqu'il est nommé Premier ministre du 28 mai 1996 au 2 juillet 1997. Et il fait adopter, évidemment, une nouvelle constitution. D'ailleurs, je n'ai pas analysé cette constitution, mais si on est un peu logique et si on y met quelques hypothèses de travail, et je crois que ça serait même logique de le dire, c'est dans cette constitution que tous les ingrédients de l'avènement de l'euro-atlantisme, à mon avis, a trouvé ses bases. Donc j'en appelle à tous ceux qui font des recherches sur l'Ukraine actuellement. N'hésitez pas à aller voir le contenu de la constitution ukrainienne qui a été votée par la Rada. Alors la Rada, c'est l'équivalent de la Douma en Russie. La Rada ukrainienne, c'est le Parlement. C'est le Parlement, ouais, Voilà. c'est le Parlement. Tout à fait. Alors, en mai 98, il est élu député, encore une fois, de quoi? De Dnipro-Petrov. Voilà, donc comme quoi, c'est une donnée majeure, hein, cette ville et cette région. Et alors là, on arrive au moment le plus croustillant de M. Lazarenko, parce que pourquoi j'avais choisi ce personnage, c'est pour vous montrer en fait l'étendue de ce que va être finalement une constante de tous les hommes politiques jusqu'à Zelensky aujourd'hui, c'est-à-dire la corruption, le détournement d'argent et surtout, on va dire, et c'est ça qui est fort en fait, c'est parce que les États-Unis lui reprochaient des choses, mais en même temps, ils ont fermé les yeux sur cette corruption, ils ont laissé faire. Donc là, on va voir, en fait, Lazarenko, pour moi, c'est celui qui va ouvrir le bal. C'est celui qui va ouvrir le bal à toute la corruption en Ukraine, au niveau de la classe politique, évidemment de la classe oligarchique. Et Lazarenko n'en fait pas défaut. Alors, en 98, Pavlo Lazarenko a été arrêté par la police suisse sur des accusations de blanchiment d'argent alors qu'il franchissait en voiture la frontière entre la France et la Suisse. Il a été libéré quelques semaines plus tard après avoir donné une caution de combien? 3 millions de dollars. Donc voilà, il suffit d'avoir un peu d'argent. C'est le cas des oligarques ukrainiens, c'est le cas de ces hommes crapuleux des années 90. Je vous le rappelle, là, on est toujours dans le contexte des années 90. Donc, en fait, en parallèle avec la Russie, parce que quand on parle des pays de l'Est, en général, on a la Russie en tête. Eh bien, il faut se dire que c'était les années Helsinki. Donc, les années Helsinki, et donc, c'est les années Kouchma en Ukraine. Et là, donc, c'est détournement de fonds, c'est abus de biens sociaux, etc., etc. Et ça, totalement passé inaperçu par nos médias mainstream en France. Voilà. En regardant un peu l'historique, les médias mainstream en France dans les années 90 ont été très, très occultants sur toute cette partie-là. Bon, on comprend pourquoi aujourd'hui. Alors voilà, donc il commence bien. Donc 3 millions de dollars, je pense que c'est pas cher donné parce que s'il cherchait à blanchir de l'argent, c'est que forcément, et là j'appelle tous les auditeurs à faire des recherches approfondies sur Pavlo Lazarenko, il se peut qu'il soit lié à la mafia ukrainienne locale ou bien à des trafics, ce qui était à la mode en fait dans les pays de l'Est dans les années 90,
c'est trafic d'êtres humains. Et là, je rigole pas quand je dis ça, trafic d'êtres humains. D'ailleurs, on montrera un des parrains de la mafia russo-ukrainienne tout à l'heure. Ça sera votre petit bonus. Alors, il y a un truc que je voudrais rappeler par rapport au trafic d'êtres humains et ce qu'on appelle aussi la traite des blanches, c'est qu'il y a une communauté qui est spécialiste dans cette... hein, je n'en dirai pas plus. En fait, c'est même plus une spécialisation, c'est une multinationale du trafic d'êtres humains, cette communauté. C'est comme oui, Ouais, j'aurais pas on peut dû le le dire. dire. On peut le Ouais, dire. non, c'est ça. Ah bon. C'est ça. Et d'ailleurs, ces salariés sont des valets zélés, hein, on peut le dire. Hein. On donnera quelques exemples en France, on en a des bons en France. La dernière fois, on était devant BFM TV, rappelle-toi, et on avait abordé un tout petit peu à la fin de notre petite aventure là devant BFM le cas Bernard Kouchner, parce qu'on parlait de Okrent. Tout à fait. Lui aussi. Oui, et Okrent et Kouchner sont d'ailleurs les meilleurs exemples qu'on a sous la main en termes d'occultation d'un travail de fond, un travail de sable de fond au Kosovo et en Albanie d'une manière générale sur le trafic d'organes et d'êtres humains. Tout à fait. D'ailleurs, ils ne seront jamais inquiétés parce qu'évidemment, sa sainteté du CRIF, à mon avis, doit accorder asile et protection à ces gens-là. Alors, Lazarenko. Revenons sur la Lazarenko, voilà. Voilà, Lazarenko, j'allais dire Lazarenkovic, mais bon, voilà, petite boutade. Bon, un peu d'humour, les amis, ça fait pas de mal, un peu d'humour en ces temps moroses. Voilà. En plus, là, on est dans le dur, là. Là, tu nous sors les PDF les PDF longs comme mon bras, là. Ce soir, vous allez en bouffer, les amis. Il faut en bouffer, parce qu'à un moment donné, si on ne bouffe pas, on ne peut pas comprendre ce qui se passe réellement en Ukraine et pourquoi Poutine intervient. Parce qu'il y a un moment donné, il n'intervient pas seulement pour protéger les russophones de Donbass. Il intervient pour de multiples raisons. Et encore une fois, la visée de Poutine n'est pas le peuple ukrainien, ni même l'armée régulière. Ce sont les groupes néo-nazis d'un côté, mais les oligarques et tous ces politiciens corrompus qui vont essayer d'attraper, forcément. D'ailleurs, je pense que l'écrasante majorité sont partis au pays des Lumières, à mon avis. Une grande chance. Et le pays des Lumières, vous savez très bien c'est quoi. Alors, je reviens quand même, ne nous perdons pas. Ouais. Ne nous perdons pas. On était sur les 3 millions de dollars de caution. Voilà, ce qui est intéressant dans cette arrestation, c'est que ça a fait grand bruit, évidemment, dans la classe politique ukrainienne dans les années 90. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a franchi la frontière suisse avec un passeport panaméen. Là encore, on est dans le lien avec les niches fiscales, les paradis fiscaux. Là, c'est intéressant. Tu vois, on commence déjà à rentrer dans le monde oligarchique. Et là, le monde oligarchique mondial. Parce que quand tu as un passeport panaméen, c'est pas n'importe qui en a un. C'est qu'à mon avis, tu as le bras long. Voilà. Donc là, pareil, je n'ai pas réussi à voir certains éléments. Il faudrait creuser par rapport à ça. Bon, il faut être patient, savoir traduire les textes en anglais ou les textes en ukrainien ou en russe. Donc ça fait penser au Panama Papers, ça fait penser au Pandora Papers. D'ailleurs, on en reparlera un peu plus tard dans l'émission, je crois. Tout à fait. Tout le monde aura le droit, de toute façon, en Ukraine, à goûter un petit peu au Panama Papers et au Pandora Papers. Alors, donc en fait, le truc, c'est que le président Kouchma a perdu confiance avec Lazarenko. Donc malgré ça, le Parlement de la Rada a renoncé à lever l'immunité parlementaire de Lazarenko lors d'une décision prise le 17 février 1999. Là, on voit bien déjà les réseaux mafieux qui s'activent, on voit bien la toute-puissance oligarchique sur le politique. C'est-à-dire que malgré tout ce qui s'est passé, Lazarenko conserve son immunité parlementaire, ce qui est assez extraordinaire. Donc malgré ça, parce qu'il craignait quand même pour sa vie, il va fuir vers la Grèce avant de s'envoler pour les États-Unis. C'est magnifique. Et ça, vous allez voir, hein, Lazarenko n'est pas le seul cas d'homme politique à faire ce genre de choses. Ça va être une constante jusqu'à aujourd'hui de ce que c'est que la classe politique ukrainienne. Fuite à l'étranger. On l'a vu déjà dans la première émission, souviens-toi, Redouane, avec Igor Kolomoïski, qui avait quitté 3 ans l'Ukraine et qui est revenu après, une fois avoir largué les amarres en Chypre, puis en Israël,
Pareil pour C'est Vadim Rabinovic. Enfin, c'est une c'est constante, hein. ça. Moi, je me rappelle de Rabinovic, il présentait dans sa fiche Wikipédia qu'il avait fait son alia. Mais c'était une alia de courte durée. C'était simplement pour échapper à un certain nombre de poursuites judiciaires, il me semble. Ah bah c'est une alia en CDD, je dirais. C'est une alia provisoire. Ça serait extraordinaire. C'est une alia transitoire. Voilà. On va essayer de trouver le nom. Une alia de Fantastique. transition. J'y vais, j'ai fait alia, donc Teshuva, etc. Pour les millions que j'ai détournés. Mais hop, non, non, c'est pas fini. Je reviens en Ukraine. J'ai encore des choses à faire. Non, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il n'y a qu'en Ukraine que tu vois ça, hein. D'ailleurs, l'Ukraine, j'en profite pour le dire, Transparency International. Bon, alors, effectivement, quelques financements de Soros et de l'Open Society sur cette ONG, mais quand même, on y est un peu vigilant. Et Non, mais en Transparency plus, International, c'est intéressant parce que du coup, c'est le point de vue, on va dire, d'ONG, on va dire, sous Sorossienne. contrôle sorosien. Et donc, c'est intéressant d'avoir leur point de vue. Et malgré tout, ils peuvent pas, euh, comment dire, contourner le fait qu'il y a un problème de corruption en Ukraine, quoi. C'est ça que tu allais dire, non? Ben ça, et puis surtout le classement, 130e sur 180 pays. 130e. Est-ce que Ouais. tu t'imagines, Redouane? Ouais, non, mais Parce moi que, je pense que en fait, c'est largement sous-estimé. Je crois que l'Ukraine, sincèrement, est le pays peut-être le plus corrompu du monde, au vu des intérêts qu'il y a et ah oui, devant la des Sierra sommes en jeu. Leone, le Ouais. Nigeria, le Turkménistan. Non, ouais, non, c'est entendable. Mais en fait, si tu veux, ok, le Nigeria, le Sierra Leone, le Turkménistan, tout ça, on est bien d'accord. Il y a de la corruption, en veux-tu, en voilà. Mais en ce qui concerne les sommes colossales de détournement et les intérêts qu'il y a derrière, à mon avis, c'est du pipi de chat par rapport à ce qui s'est passé en Ukraine depuis les années 90, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Mais voilà, 130e, bon, franchement, je pense que c'est au minimum, on va dire. Voilà, Redouane, c'est au minimum. Au minimum 130e et au maximum dernier de la classe. Non, non, parce que, Ouais. non, non, mais ce qui est fort, c'est que, bah oui, et donc Lazarenko, c'est pour moi celui vraiment qui a ouvert le bal. Parce qu'on va le voir, hein, dans la description des prochaines émissions et même ce soir, c'est constamment, constamment. Alors, ce qui est marrant, c'est que, eh bien, BHL, Bernard-Henri Lévy, qui est un chantre des droits de l'homme mondial et universel et martien, eh ben, nous vend toute la journée le modèle démocratique ukrainien. Quel C'est modèle! incroyable. C'est Quel incroyable. modèle! Non, mais en fait, le mec, à chaque fois qu'il dit un truc, tu peux être sûr que l'inverse est vrai à peu près, quoi. C'est c'est dingue. Non, mais il faut être culotté quand même pour vendre un modèle pareil, quoi. C'est Il n'est pas seul, à il ce vend. niveau-là, c'est plus de la chutzpah, c'est au-dessus, quoi, encore. C'est au-dessus de la Tchoutspa. C'est une punition infligée au peuple européen, je pense, hein. C'est-à-dire Mm. vraiment, c'est prendre vraiment les citoyens européens pour des goyes, clairement. C'est ce qu'il fait, hein. Et Mm. mais là, non, non, il est incroyable ce personnage. On nous vend, alors c'est comme Soros, hein. Vous verrez Soros dans la prochaine partie, on en parlera la semaine prochaine. Soros qui présente l'Ukraine comme le nouveau paradis démocratique. Ah, moi, je voudrais savoir où est-ce qu'il est le paradis démocratique. Il n'est pas à Dnipro en tout cas, il n'est pas à Kiev encore moins. Je ne sais pas de quoi il parlait. Est-ce qu'il parlait quoi, d'un parc d'attractions peut-être? C'est possible. Ouais. Ah, c'est incroyable. Mais comment on peut être culotté pareil, quoi. Alors, on continue sur Lazarenko. Ouais, Et vas-y. donc, Lazarenko, il s'envole aux États-Unis. Il est arrêté à l'aéroport JFK de New York le 20 février 99. Dans ces années-là, nous étions sous le gouvernement Bush senior. Oui, c'est ça, Bush Ah non, senior, hein. non. Non, je Non? crois pas. Non, je crois Bush pas. junior? C'était soit Bush Junior, soit Bill Clinton. Ah non, non, t'as raison, Bill Clinton. J'allais oublier les Clinton. D'ailleurs, on en reparlera, les Clinton, passionnés d'Ukraine eux aussi. On en reparlera après. Tu as raison, c'est sous Clinton. Bon, pas Ouais. étonnant. Pas étonnant. Mm. D'ailleurs, les liens entre Clinton et l'Ukraine, on va le voir après. On en a parlé, rappelle-toi, dans la première émission, puisque Victor Pinchuk était l'ami intime des Clinton. Donc l'oligarchie Oui, ukrainienne est exact. l'ami intime du couple Clinton. C'est magnifique, ça Oui, aussi. on avait diffusé une vidéo de lui, de Pinchuk, qui est à côté avec Hillary Clinton à la Yalta européenne, je sais pas quoi là. Stratégique. La Yalta européenne stratégique, oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Incroyable. Alors, Mais on là, pour le continue. coup, là, il est arrêté. Donc, s'il est arrêté, c'est qu'il y a quand même, enfin, ça doit biper rouge sous les portiques de l'aéroport là.
Bah, encore faut-il que le portique bip rouge pour ce genre d'individu. Peut-être qu'ils ont un passe-droit électronique, je ne sais pas. C'était peut-être le cas en 99. En tout cas, il demande l'asile politique. Mais malgré tout, il est transféré à une prison de San Francisco. Mais, il est intelligent, Lazarenko. Il a de la famille en Californie qui possède un ranch. Bon, tu vois, les liens, ils sont déjà très anciens finalement entre les États-Unis et l'Ukraine. Très, très anciens. Et les autorités ukrainiennes à ce moment-là ont demandé son extradition en 2000. Donc 2000, on est sous la présidence Yushchenko, je crois. Attends, il faudrait que je vérifie, mais je crois que c'était ça. Il est mis sous résidence surveillée, donc sa demande d'extradition est refusée, donc il restera aux États-Unis. Ensuite, en 2005, il revient, il fait son retour en Ukraine. Et en 2006, il est reconnu coupable et condamné en prison aux États-Unis. Donc, il retourne aux États-Unis, notamment pour blanchiment d'argent. Blanchiment d'argent. Moi, je voudrais bien En fait, savoir de quoi on parle, en fait, blanchiment d'argent. Ça serait intéressant parce que la spécialité de l'Ukraine, c'était vraiment le trafic d'armes. Alors, deux choses. Trafic d'armes, la première chose. Et deuxième chose, trafic d'êtres humains. Il faudra voir. Voilà. Trafic d'armes, je ne serais pas étonné. Trafic d'êtres humains, ça dépend si on est Lazarenkovitch ou Lazarenko. Tu vois ce que je veux dire. ouais, Voilà. si. Donc, Après, bon, le trafic d'armes, ouais. Non, mais c'est fort possible, hein, les deux vont souvent de pair d'ailleurs, hein, finalement. c'est ça. Et on verra, c'est une constante, ça aussi. Hein. Le trafic d'armes, c'est une constante chez les oligarques ukrainiens, protégés par la Sainte Lumière de BHL. Alors, on continue et j'ai encadré, là, comme tu peux le voir, j'ai encadré sur sa biographie, Ouais. le fait quand même que détournement de 200 millions de dollars, il faut y aller quand même, 200 millions de dollars, en 96 et 97, durant son mandat gouvernemental. Son mandat gouvernemental, donc quand il était ministre. C'est extraordinaire. Donc, quand il était ministre, il a détourné 200 millions de dollars. C'est comme si que je disais que moi, là, Jean Castex, on l'attrapait après, il est jugé 10 ans plus tard pour avoir détourné 200 millions d'euros sous le gouvernement actuel. Alors, bon, on peut comparer. Peut-être qu'il a effectivement détourné de l'argent, Jean Castex. L'avenir nous le dira, mais bon, je ne serais pas étonné avec la crise covidienne. Tout est permis maintenant. Voilà. En fait, c'est plus malin ici. Ils s'y prennent pas comme ça. Ils ont des rétrocommissions sur Big Pharma en encourageant, on va dire, un certain nombre de traitements. Ils ont, voilà, c'est des petits arrangements. Ils piochent pas dans les caisses directement. C'était à l'époque de Chirac qui faisait ça. Mais je crois maintenant ils ont quand même des combines beaucoup plus détournées pour augmenter leur patrimoine personnel, ces gens-là. Oui, oui, tout à fait. Puis avec les niches fiscales, donc ça, on a l'habitude. On l'a bien vu avec Patrick Drahi, par exemple. On en Ouais. reparlera. Parce que Patrick Drahi, c'est notre une sorte de pinchouk français. Enfin. Alors, on continue sur Lazarenko. Du coup, il finit en prison à Los Angeles, donc Federal Correctional Institution de Terminal Island à Los Angeles. Et il y passe combien de temps, tu sais? Alors, je ne sais pas exactement, mais par contre, il en sortira très vite, puisqu'il est libéré le 1er novembre 2012. Donc, normalement, quand tu es condamné pour détournement de 200 millions de dollars et que tu es condamné pour blanchiment d'argent, encore faut-il savoir de quel genre de blanchiment d'argent, tu en as, à mon avis, pour 10-15 ans aux États-Unis. Donc, il Ouais. sort 3 ans, il sort 3 ans après. Bon. Depuis lors, il a demandé le statut de résident aux États-Unis, accepté. Et là, maintenant, il coule des jours heureux au comté de Marin, en Californie, dans le ranch. C'est pas Excellent. magnifique, ça? Je- C'est beau, hein, C'est la magnifique. démocratie. Et alors, et en The 2013 American Dream, Wilson. The Ah American oui, c'est Dream. vrai. American Juice Dream, tu veux dire. Ça, c'est possible. Alors, Ouais, en non, mais 2016, il est quand même cité dans la fameuse liste des Panama Papers. Donc, tu vois, finalement, tout se recoupe. Et voilà pour Lazarenko. Alors, vraiment, c'est pour moi, Lazarenko, c'est l'archétype vraiment de l'homme politique véreux ukrainien qui va être une constante de 1991, la renaissance de l'Ukraine, jusqu'à aujourd'hui, 2022. Et tu verras dans tous les hommes politiques qu'on va décrire ou les oligarques, sauf Pinchuk, où il n'y a aucune donnée de corruption pour l'instant. Mais tous, c'est une donnée constante de ces hommes-là de goûter à la corruption
Et le pire, totalement occulté évidemment par les grands défenseurs des libertés, des droits de l'homme, de la lumière et de l'univers. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire. Il a un petit côté DSK dans son sourire. Enfin, c'est dommage, je viens de couper le partage. Là, ouais, il a un côté DSK. Et en parlant de DSK, vous allez voir que même DSK a eu des liens très proches avec la classe politique ukrainienne. J'en reviendrai tout à l'heure peut-être. On l'avait déjà mentionné lors de la première émission, rappelle-toi. Justement, à la Yalta European Voilà, Strategic. DSK était un invité d'honneur à la Yalta européenne stratégique. Peut-être nous remontrer si tu peux. Ça fait un petit rappel à nos internautes, éventuellement. Ouais, alors, il faut que je retrouve ça. Voilà, la Yalta européenne stratégique. Et là, pareil, je demande vraiment aux internautes de se concentrer parce que la Yalta européenne stratégique, c'est une constante chez tous les hommes politiques ukrainiens y ont participé de près ou de loin. L'écrasante majorité, en tout cas. De Yushchenko en passant par Timoshenko, en passant par Poroshenko, en passant par Weissman. Enfin, ils sont tous passés, quoi. C'est hallucinant. C'est le Bilderberg local, quoi. Le club Le Siècle ukrainien, entre autres. Alors, je retrouve pas les mêmes photos que la dernière fois. Tu m'excuseras, Wilson. Pas grave. L'essentiel, c'est que nos internautes puissent aller voir par eux-mêmes. Voilà. Yes-ukraine.org. Voilà. Donc, on voit Yes and Victor Pinchuk. Très apprécié des époux Clinton, comme on l'avait dit à la première émission. Très, très apprécié des époux Clinton qui iront pratiquement chaque année. C'est limite un rituel pour eux. Donc, je comprends maintenant, tu sais, suite à le fameux article d'égalité et réconciliation, où l'Ukraine est présentée comme le deuxième Israël. On comprend mieux, effectivement, que les Clinton y voient comme un rituel. Ça va être intéressant.